Première étape pour mon projet de dessouchage au palan, ça va être de couper l'arbre. Donc comme je suis à côté d'une vigne, je vais couper les branches hautes, puis je couperai la base à la tronçonneuse, mais en laissant une souche suffisamment haute pour pouvoir mettre une élingue et qu'elle ne puisse pas glisser. Alors il s'agit d'un abricotier. D'autres méthodes étaient possibles, mais je voulais tester cette méthode du palan car elle va me servir dans le futur. Alors, premier essai du palan, alors sans nettoyage de la souche. Alors on va voir plusieurs choses. Déjà que le palan ne va pas être suffisamment puissant pour déraciner la souche, ce qui veut dire que la souche est bien trop ancrée par ses racines dans le sol. Deuxième constatation, c'est que j'ai utilisé une élingue de 1 mètre avec une technique d'étranglement, mais que même malgré l'étranglement, l'élingue va glisser. Et donc ceci va imposer de nettoyer la souche avec une pioche et une hache. Donc le premier essai est un échec. On constate également que le palan a tendance à se bloquer, notamment si on ne tire pas exactement à la verticale et qu'on tire légèrement en biais. Donc ça nécessite de tirer un peu sous la zone de danger, c'est-à-dire la poutre, et également de faire attention au placement des chaînes qui ont tendance à se coincer un peu entre elles et au niveau des racines. Après l'échec de ma première tentative au palan, j'ai décidé de nettoyer le tour de la souche en retirant la terre en excès et en sectionnant les principales racines. Pour cela, j'utilise une pelle, une pioche, une hache. Donc c'est un travail très fatigant. Et alors il faut faire attention à ne pas trop forcer et boire régulièrement. Pour couper les racines, j'utilise la hache. L'utilisation d'une tronçonneuse est plutôt déconseillée car la chaîne pourrait vite s'émousser au contact de la terre, voire s'abîmer au contact d'un caillou ou d'une pierre. Ce travail est indispensable sur les grosses souches, mais peut être superficiel sur des souches peu ou mal enracinées. J'ai souhaité introduire une poulie pour augmenter ma force de tirage. Cependant, je me suis heurté à un phénomène de bout de course au niveau du palan, le crochet arrivant vite au niveau du palan. En fait, j'étais obligé de tirer beaucoup plus pour arriver à la même distance. Je manquais donc de distance pour tirer mon palan. Une solution possible aurait été d'augmenter la hauteur des tréteaux de maçon et des étais. Cependant, ceci aurait pu induire un problème d'instabilité. L'introduction de poulie avait un avantage, c'est qu'il permettait une meilleure répartition de la charge au niveau de la poutre à 2 endroits différents au lieu d'un seul central. Dans les parties suivantes, je vous parlerai des différents nœuds utilisés dans ce projet, ainsi une présentation rapide des différents types de cordes. Après l'échec de la poulie, j'ai effectué un petit nettoyage à la pelle et à la pioche, et j'ai également changé de ma méthode. J'ai remplacé mon élingue synthétique par une vieille corde que je possédais afin d'améliorer encore l'effet d'étranglement pour éviter que le système glisse. Cette fois, la méthode du palan est un succès. Dans les parties suivantes, j'aborderai différents thèmes, par exemple la corde et les nœuds utilisés dans la partie avec la poulie,
mais également les inconvénients, les avantages du système, les précautions, et également les vidéos ou les personnes que j'ai pu voir sur internet qui m'ont inspiré. Une donnée intéressante à mesurer, c'est le poids de la souche. Ici, elle est estimée à environ 27 kg. Un poids assez faible compte tenu d'un palan qui est un outil de démultiplication très puissant. On voit donc la limite de ce poids seul car la souche était enracinée, ancrée par ses racines et également maintenue dans la terre. Ainsi, d'autres unités peuvent être intéressantes comme la force exprimée en newton qui permet d'extraire cette souche ou bien le travail exprimé en joules en tenant compte de la distance parcourue par le palan. On aperçoit également que j'ai changé la configuration de mon système puisque j'ai encore renforcé le système en ajoutant 2 étais supplémentaires. Alors je vais vous montrer les différentes cordes que j'ai utilisées pour tirer mon arbre et celles que je connais. Donc tout d'abord on a l'élingue. Alors l'élingue elle est en matière synthétique et il y a généralement un code couleur par capacité de tirage. Alors les violettes c'est les plus faibles généralement, c'est 1 tonne. Alors souvent on a l'inscription à l'intérieur. Donc là par exemple lorsque j'ai tiré ma souche, ce qu'il faut savoir c'est que selon la configuration le système de serrage, que ce soit un nœud étrangleur, un nœud double, on n'a pas tout à fait la même puissance, force de rupture. Donc il y a toujours une marge de sécurité, et il y a toujours un risque d'élongation et d'usure. Donc usure, ici par exemple par frottement, ça peut être par, si elle touche un peu de la graisse, de l'huile, ça peut les user un peu, certaines matières. Généralement ces élingues, pour moi je trouve elles sont intéressantes car elles sont très pratiques, elles sont légères, elles sont peu chères, on peut les changer lorsqu'elles sont usées, et elles sont peu dangereuses. Si elles cassent, il n'y a pas vraiment de gros danger. Alors que là, les lingues un peu traditionnelles, en acier, alors celle-ci elle est très résistante, encore beaucoup plus, je pense que celle-ci, il faut regarder le diamètre, le type d'acier. Par contre, elle a plusieurs défauts. Déjà, elle est lourde, et il y a, lors de l'usure, la libération de petits brins de métal, donc risque de se couper. C'est très coupant, ça fait très mal ça. Elle est très résistante, mais si elle casse, elle peut faire un effet de coup de fouet. Et si vous êtes à côté, elle peut faire très très mal. Elle peut causer des gros dommages. Donc ça, j'aime pas trop utiliser ces élingues, même si elles sont très résistantes. Et elles sont un peu rigides. Donc il y a parfois des sécurités qui existent. Si vous avez peur que votre élingue en acier casse, vous mettez une sorte de couverture, quelque chose de lourd. Alors si il y a un effet coup de fouet, il y a une atténuation de l'effet. Donc par exemple, si je fais un nœud étrangleur, je vais perdre un peu de force. Donc j'ai également des élingues vertes, 2 tonnes. Il existe également des plus grosses. Donc après le prix est proportionnel en fonction de la capacité et de la longueur. Donc, moi j'ai des 1 à 4 mètres. Alors voilà les élingues que j'ai utilisées. Et donc pour tirer ma souche, on va dire que c'est ma souche, elle avait un défaut, c'est que par rapport à une élingue en acier par exemple,
elle a une capacité d'étranglement un peu plus faible, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir un peu glisser. Et ça m'a causé un peu de problème. Donc moi, les autres cordes que j'ai, celle-ci qui ressemble à une corde d'escalade, mais ce n'est pas une corde d'escalade. Alors ça, c'est une corde en polypropylène. Elle doit faire 10 mm. Donc j'ai fait, là c'est un petit bout. Je l'ai acheté sur internet, une longueur de 100 mètres. Puis, au fur et à mesure qu'elle s'est cassée, ça m'a fait des petits bouts. Donc déjà, elle est très économique, elle coûte peu cher sur internet. Au magasin de bricolage, elle est un peu plus chère. Donc c'est au prix au mètre et c'est dégressif. Donc là, j'ai fait un nœud de chaise. Là, j'ai mis un mousqueton. Et donc celle-ci, le défaut, c'est qu'on va voir que lorsqu'elle va casser, je ne pourrai pas trop la réparer. Je suis obligé de faire des nœuds d'écoute, des nœuds de liaison divers. Et donc également, elle va un peu partir un peu n'importe comment en fin de corde. On va la couper, donc on peut mettre du scotch. Certains la brûlent un peu, ou du scotch d'électricien. Ça marche très bien. Donc celle-là, elle casse un peu. Elle a une résistance aux alentours de 1300 kg de mémoire. Donc elle peut casser. Mais c'est très pratique pour tirer. Et l'un des avantages, c'est que je trouve avec ce type de corde, lorsque vous faites un nœud, on arrive à généralement bien les défaire. Donc une autre corde que j'ai utilisée pour étrangler, alors cette corde-là, on me l'a donnée, c'est une personne qui travaillait dans l'industrie qui me l'a donnée. Alors je ne sais pas la matière, je pense que c'est du nylon, mais je suis pas, j'ai un risque d'erreur. Donc il y a une technique pour savoir, d'après ce que j'avais lu, pour savoir la nature de la corde, c'est par exemple la brûler. Si vous brûlez, selon l'odeur, selon est-ce qu'elle va noircir, l'odeur, on peut identifier la corde. Donc je pense que c'est du polyamide nylon. Donc celle-ci, elle est très bien, elle est résistante. Donc on voit qu'elle est composée, alors, je crois que c'est des taurons. Et en fait, son seul défaut, vraiment, donc c'est une vieille corde, hein, j'en ai vraiment des quantités, des centaines de mètres. Un défaut, c'est que lorsque vous allez faire un nœud, même les nœuds les plus réputés, les plus faciles à défaire, comme le nœud de chaise ou un nœud de cabestan, avec une tension très forte, comme elle est très rugueuse, elle va tendance à être les nœuds vont être très difficiles à défaire. Et c'est m'arrivé souvent parfois de la couper cette corde, j'arrivais même plus à défaire un nœud de chaise. Donc par contre, comme on me l'a donné, en grande quantité, elle est très économique et elle est assez résistante. Et la dernière corde que j'ai, mais que je n'ai pas utilisée, c'est une corde que j'utilise un peu pour tirer du bois, car elle est très intéressante. Ça, c'est de la corde dite Dynéma. Le Dynéma, c'est un nom commercial, d'après mes souvenirs, donc à d'autres concurrents. Et en fait, cette corde, c'est une corde qui est des nouveaux matériaux. Donc elle est composée de plein de taurons, d'après mes souvenirs. Et cette corde, elle est rigide, mais elle est très résistante, beaucoup plus que la jaune par exemple. Elle va casser beaucoup moins que la jaune. Donc moi, je suis quand même arrivé à la casser en tirant un peu de bois. Alors, ses avantages, c'est sa résistance à la rupture, et ses inconvénients, ça va être le prix. Elle est assez chère. Et après, elle va s'user hein, quand même, c'est quand elle va frotter sur le sol ou contre un arbre, contre une souche. Donc il y a un risque de casse à la longue, elle va s'user. Par contre, ça peut être une alternative au métal, un métal qui est très résistant, donc au câble métallique. Et donc elle a un autre avantage. Alors moi je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas une sorte de petite aiguille, une aiguille à épissoir, qui va permettre, lorsqu'elle est cassée ou lorsqu'on va faire une boucle, d'éviter de faire des nœuds. Alors le défaut avec cette corde, c'est que les nœuds, elle est aussi très raide cette corde, les nœuds sont assez difficiles à défaire. Donc là c'est mon extrémité, j'ai fait des nœuds tout simples. Mais théoriquement, le nœud c'est le point faible d'une corde. Souvent si votre corde va casser, ça va être souvent sur un nœud. Donc pour réduire cette faiblesse, on peut faire des épissures. Alors épissure, c'est qu'on va ouvrir la corde, on va mettre une sorte d'aiguille et on va rentrer dedans. Donc là, on va un petit peu retirer les derniers brins et on va rentrer dedans un certain nombre de centimètres. Hein, c'est codé, hein, il faut quand même respecter des normes. Et on va ressortir un peu. Et lorsque ça va se tendre, ça va faire vraiment une boucle ou même une réparation de corde lorsqu'elle va céder. Donc c'est une corde très intéressante mais que je n'ai pas utilisée. Donc nœud un peu difficile à défaire sur celle-là. Donc autre chose que j'ai utilisé des mousquetons pour tirer mon arbre. Mais théoriquement, il faudrait utiliser des manilles. Donc les manilles, je les avais pas ce matin. Mais c'est beaucoup plus résistant, une manille. Mais c'est un peu plus long à mettre. Et si vous serrez trop fort, après il faudra une pince pour desserrer. Donc moi je laisse toujours un petit peu de marge à la fin.
Donc le mousqueton, moi j'en ai cassé plusieurs, en tirant un peu de bois parfois. C'est assez résistant, il faut bien les verrouiller hein, pour bien améliorer la sécurité. Il faut bien tirer en longueur, pas en largeur, c'est beaucoup moins résistant. Mais c'est très léger et ça coûte pas très cher un mousqueton. Et c'est ce que j'ai utilisé, mais théoriquement il faut utiliser des manilles. Surtout si vous tirez sous tension, il faut quand même sécuriser. Donc des fois les normes sont écrites soit en kilos, soit en décanewton, soit en unités. Généralement c'est en force de travail, là, le newton. Donc on peut se convertir globalement en kilos, c'est à peu près la même chose. Donc celle-ci c'est à peu près 2 tonnes 5, 2 tonnes 4 de résistance, si je convertais en kilos. Donc voilà pour la partie cordes. Des informations complémentaires au niveau des cordes. Alors les cordes que j'utilise, je les ai achetées ici sur eBay, donc sur ce fournisseur. La corde jaune que j'utilise, c'est celle-ci. Donc cette marque vend différentes couleurs, différents diamètres. Alors la mienne c'est une 10 mm et je l'avais achetée en 100 mètres. Et il m'est arrivé de la casser au moins 3 ou 4 fois et après ça m'a amené à la couper. Car après une fois que c'est cassé, on peut pas vraiment faire des fissures sur ce type de corde. Donc il s'agit d'une corde polypropylène. Donc elle est selon la longueur, le prix est dégressif. Ici c'est 40 centimes le mètre. Et je vais vous montrer. On voit que le prix baisse. Donc ça fait un prix intéressant au mètre. Le seul inconvénient, c'est que on a des frais de livraison assez conséquents. Et donc il est plutôt conseillé d'acheter des grandes longueurs, plusieurs types de cordes, que d'acheter 1 ou 5 mètres. Alors sur ce site, on a également des informations très importantes avec la charge de rupture des cordes. Par exemple, ici, la corde de 10 mm. On peut voir le poids pour X mètres et également la charge de rupture qui est en décanewton. Donc globalement, on peut faire une estimation, un arrondi. On peut estimer que c'est égal à peu près à la même somme en kilos. Donc c'est arrondi. Ici, ma corde 10 mm a une charge de rupture de 1240 kg. Donc c'est relativement faible car le polypropylène n'est pas la matière la plus résistante, mais c'est une matière assez bon marché. Donc là on parlait de 40 centimes le mètre, et par exemple si je vais dans une enseigne de bricolage connue, et les concurrents sont à peu près alignés, ici 10 mm en polypropylène, la même matière, et donc là on a un prix, on a 15 mètres à 14,85 €, ça fait à peu près environ 1 € le mètre. On voit que dans les enseignes on est beaucoup plus cher. Donc pour le choix des types de cordage, il y a différents sites qui sont intéressants. Comme sur ce site, on peut voir les différentes technologies, comme le polyester, ici le nylon, polyamide. Donc c'est le nom commercial, nylon. La corde que j'ai, la polypropylène. Après, les marques commerciales comme le Kevlar. Et enfin, on a également d'autres fibres comme le carbone. Et là, celle que j'ai présentée aussi en vidéo, que j'ai présentée sur d'autres vidéos, c'est Dyneema, donc avec son concurrent Spectra. Donc c'est du polyéthylène au module. Donc c'est très résistant, c'est un peu plus cher. Donc il y a d'autres sites où on a des informations supplémentaires, comme la composition d'une corde. Est-ce qu'il s'agit d'une corde, par exemple, d'escalade, une corde avec une élasticité dynamique, statique. Donc on trouve beaucoup d'informations sur internet. Et par exemple pour l'escalade, il faut quand même respecter des normes, hein. C'est lié à la survie de la personne. Et donc ça c'est la corde Dyneema que j'ai présentée. Donc c'est une autre couleur, mais c'est à peu près le prix que j'avais. Donc là on est en valeur je crois anglaise. Donc c'est à peu près 6 mm sur 15 mètres. Et là on voit que le prix ramené au mètre est beaucoup plus élevé qu'une corde polypropylène. Donc la charge de rupture, je l'ai convertie en kilos, donc ça fait à peu près 3 tonnes. Donc on voit qu'en 6 mm, on a une charge de rupture de 3 tonnes, alors que la 10 mm, on a 1200 environ kilos. Donc on voit que la Dyneema, ramenée au diamètre, est beaucoup plus résistante, mais également beaucoup plus chère. Donc on a également les descriptions avec les utilisations. Donc c'est pas du tout des cordes d'escalade, on peut pas les utiliser pour la survie. Des cordes qui résistent mal, par exemple, au choc,
aux chocs brutaux ou qui sont assez raides. Donc sur ces cordes, l'avantage, c'est que si vous la cassez et vous voulez faire une boucle à la fin, on peut faire des épissures. Alors le défaut, c'est que j'ai pas essayé, j'ai pas encore d'épissoir, de petit appareil, une sorte de petite aiguille qui va permettre de faire ces épissures. Mais on peut le voir ici, une épissure. Et donc c'est vraiment l'avantage, c'est qu'on va perdre très peu de charge de rupture par rapport à un nœud. Alors moi, sur la Dynama, j'ai fait des nœuds pour l'instant, et c'est là que souvent ça casse à ce niveau-là. Donc on peut mettre des renforts en acier pour au niveau des boucles. Donc pour la rupture, on parle parfois en kilos, ou en newton, ou en déca de newton. Donc ce soit en force, ou soit en kilos, avec des approximations qu'on peut faire pour passer de l'une à l'autre. Notamment, par exemple, sur les mousquetons d'escalade, on a des résistances. Et au niveau des élingues, c'est à peu près la même chose. On a des codes couleurs, par contre, violet pour une résistance d'une tonne. Il faut bien veiller les prix, donc je vous avais montré une méthode sur une vidéo pour montrer la variation des prix sur Amazon. Les élingues synthétiques, par exemple, sont relativement peu chères en faible poids et en faible longueur. Et après, plus on va monter en kilos, plus elles vont présenter un prix élevé et notamment lié à la longueur. Cette partie, je vais vous présenter les différents nœuds que j'ai pu utiliser, notamment lorsque j'ai utilisé une poulie. Alors j'ai utilisé une corde et j'ai utilisé différents nœuds. Alors tout d'abord pour fixer la corde à la poutre, comme j'étais en milieu de corde, j'ai fait un nœud de cabestan. Alors déjà j'ai fait un nœud de cabestan doublé pour le mieux le sécuriser et en plus je l'ai un peu modifié à ma façon, je l'ai encore gancé car je voulais pas prendre l'extrémité de la corde. Pour être plus précis, on utilise le terme de dormant ou courant. Donc pour fixer à l'étai, j'ai pas du tout utilisé de vis ou de clous, de boulons. Ce que j'ai fait pour le rendre assez solidaire de la poutre, l'étai a été fixé avec un brelage selon la prononciation, alors carré. Mais c'est pas vraiment carré, c'est les mots encore modifié à ma façon. Et normalement, pour bien le faire carré, il faudrait que ça fasse comme une croix. Là, j'ai fait à peu près comme un brelage et je l'ai bien resserré. Mais c'est pas tout à fait pareil, alors je vous montrerai avec précision. Au niveau de la petite sangle, alors là j'ai utilisé une corde pour bien encore plus avoir une capacité d'étranglement qu'une sangle. Donc j'ai utilisé un nœud que j'ai connu il y a pas longtemps, c'est le nœud de Tressillon. Et ça me permet de faire une attache. Et enfin, le dernier nœud qui me sert à relier au palan, c'est un nœud de chaise. Donc c'est un nœud très courant, comme un peu le nœud en 8 en escalade, et qui permet de fixer, de faire une boucle et de s'attacher, s'arrimer au palan. Donc tout de suite, je vais vous montrer rapidement les nœuds en accéléré. Donc maintenant, je vais présenter les nœuds. Donc le premier, c'est le nœud de chaise. Ça permet de s'attacher rapidement. Et l'avantage de ce nœud, c'est qu'il est très facile à défaire par rapport à d'autres nœuds qui existent. Donc il faut bien mémoriser. Il y a des moyens pour le mémoriser, mais c'est un nœud qui est facile à défaire même après une forte tension. Mais ça peut dépendre selon le type de corde. Donc après, le deuxième nœud que j'ai réalisé, c'est le nœud de cabestan. Ici, je l'ai doublé. Et c'est un nœud qui est facile à faire et à défaire, facile à mémoriser, mais qui peut parfois arriver à se défaire si on ne tire pas correctement. Donc c'est un nœud plutôt temporaire, que je considérais comme temporaire. Donc il est doublé pour le renforcer un peu plus. Donc là c'est le nœud de Tressillon, c'est celui que j'ai connu en dernier, et ça me permet de faire un point pour tirer. Donc moi je l'ai enclenché dans un crochet par exemple. On peut le défaire facilement également. Et le dernier, c'est le brelage selon la prononciation. Donc au début, je fais un nœud d'anguille, ça je vais vous le présenter. On peut faire un nœud de cabestan également. Donc on aurait pu faire beaucoup plus de tours que moi. Je l'ai fait dans cette vidéo. Et après, on va croiser d'une certaine façon au moins 3 ou 4 fois, de façon répétée. Donc là, il y a le succès de ce nœud, là je le fais pas bien, c'est de vraiment serrer très fort, pour vraiment avoir une attache entre les deux bâtons, ici les deux bambous, assez forte. Donc là, je l'attache, je fais mes 3-4 tours, et enfin, je vais recroiser au milieu, et là, en tirant fortement, pour créer vraiment une tension et une stabilité. Donc il existe également le brelage qui va être diagonal plutôt, pour lorsqu'on ne sera pas à 90 degrés ici, comme ici. Et là, à la fin, je finis par une sorte de nœud de cabestan.
On peut faire des nœuds plats, des nœuds d'autres nœuds. Donc, au niveau des nœuds, pour ceux que j'ai utilisés, je vous les ai montrés rapidement. Mais comme je ne suis pas un expert de nœuds, j'utilise plusieurs ressources parfois pour me documenter. Donc ce petit livre, c'est un livre qui coûte quelques euros. Donc on a les principaux nœuds. Alors ça doit être une traduction de l'anglais. Donc parfois les noms sont traduits. Et là, le nœud de Trécillon, il est nommé à un autre nom. Donc l'inconvénient d'un livre, c'est que c'est parfois difficile de se repérer, et même avec les descriptions. Donc il y a une autre ressource que j'utilise. C'est cette application, alors je crois qu'elle doit coûter moins de 3 euros. Elle est là, je l'ai sur Android. Et sur cette application, par exemple, si je prends n'importe quel nœud, par exemple le nœud de Cabestan, l'un des plus connus, il permet de faire un retour en arrière, de faire des rotations. Il permet également de le mettre dans tous les sens. Je ne sais pas si on voit tout à la fois. Donc c'est une application qui est assez intéressante en réduisant la vitesse. Et ça permet d'avoir de façon hors ligne, car c'est stocké sur la tablette ou le smartphone, d'avoir les nœuds si on n'a pas de connexion Internet et si on a par exemple un oubli. Donc une autre ressource, c'est Internet, notamment les vidéos. Voilà, je vous montre à l'écran une chaîne où la personne explique très bien et est vraiment experte dans ce domaine. Donc voilà pour la précision complémentaire au niveau des nœuds. Alors, je vais vous montrer rapidement un schéma de mon montage. Donc il peut changer. Pour résumer, je vais montrer des photos parfois si jamais il y a un point à montrer. Donc le premier montage qui m'a servi à dessoucher avait été composé de uniquement 2 étais. Donc des étais, ce sont des outils de maçonnerie qui sont conçus pour supporter une charge, par exemple, lors d'une construction d'une maison. Et vraiment, ils ont un rôle de soutenir des poids très importants. Donc au début, j'ai mis 2 étais. Et plus tard, lorsque j'ai remonté mon système plus loin, j'en ai mis 4. Donc 2 supplémentaires à l'intérieur. Donc là, c'est la première chose. Donc il y a 2 choses. Des tréteaux de maçon. Donc c'est une sorte de tréteau, mais un peu plus renforcé, qui permettent également de travailler en hauteur pour une personne à la base, et qui sont surtout conçus pour porter du poids comme des hommes, mais pas forcément pour subir une pression très conséquente. C'est pour ça que les tréteaux de maçon sont plutôt pour la stabilité du système, de la poutre ou du bastin à tenir, et les étais pour vraiment solidifier le système. C'est très important de ne pas laisser uniquement des tréteaux de maçon. Donc dans mon cas, j'ai relié les différents éléments à la poutre avec des attaches. Moi je me suis servi de petites cordes et j'ai fait une sorte de breulage, mais à ma façon, pas tout à fait les breulages classiques en carré, car il aurait fallu avoir une croix un peu pour vraiment faire le breulage classique. Mais on peut mettre également des serre-joints. Vraiment, si on veut faire un système pérenne, on peut mettre des vis. Donc il y a différentes méthodes. Pour vraiment le support qui va tenir le palan, il faut utiliser un élément extrêmement solide. C'est très important pour la sécurité. Donc on peut utiliser soit des outils, des matériaux en bois, comme des poutres, des bastins ou d'autres éléments qui permettent de supporter une charge conséquente, ou soit du métal, comme une poutrelle métallique type IPE ou d'autres types. Donc ce qui va être important, ça va être le diamètre de la poutre en bois par exemple, mais également un bon indicateur de la résistance, ça va être le poids. Il faut que la poutre par exemple soit très lourde, c'est un signe un peu de solidité. Si vous prenez une poutre de faible diamètre et très légère, il y a un risque de casse lors de la pression. Donc je le montrerai plus tard, mais il faudra mettre, si vous avez un morceau de bois plutôt de forme rectangulaire, de mettre la bonne face résistante correctement. Donc après, j'utilise un palan. Alors moi j'ai un vieux palan, donc là c'est vraiment un peu le point faible de mon système, c'est que je sais pas exactement quelle est sa capacité de levage. C'est soit une tonne, soit 2 tonnes, mais c'est pas du tout inscrit sur mon palan. Alors c'est un peu la limite de mon système pour mes explications.
Il peut s'agir d'une tonne, par exemple. Donc, je l'ai fixé avec des élingues, mais on peut fixer une corde, par exemple. L'intérêt des élingues, c'est que ce sont des outils extrêmement solides. Donc, mon palan est fixé et il peut être relié par la souche par également une corde ou une élingue. Ou une élingue en acier, en synthétique. Donc, il faudra également regarder la longueur de tout le système. Par exemple, dans mon cas, on est entre 3 et 4 mètres selon la poutre utilisée. Donc l'écartement va également être un signe de solidité. Plus l'écart est important entre les étais, plus il y a un risque de fléchissement ou de casse de la poutre centrale. Donc il faudra quand même rapprocher au maximum les étais. Cependant, on ne pourra pas les rapprocher trop, car il y a un risque que les racines assez proches de l'arbre fassent obstacle aux étais. Donc c'est un risque de gêne. Donc c'est toujours important de considérer cet élément. Donc autre poids important, c'est de faire un niveau pour chaque élément. Il faut que la plupart des éléments soient de niveau pour avoir une stabilité et que le système ne s'écroule pas. Donc c'est pas forcément évident lorsqu'on est un peu en pente. Alors moi dans mon cas j'étais un peu en pente et j'ai dû compenser. Alors soit on compense en nivelant le sol, soit on compense en mettant des cales à son système. Donc également autre chose importante, c'est est-ce qu'on va faire son système sur de la terre ou on peut avoir des petits dénivelés, ou est-ce qu'on va faire un système pour lever quelque chose, un moteur, et que là on sera sur un sol en béton par exemple, et qui est déjà de niveau. Ça change complètement le système. Donc au niveau du sol, il y aura plusieurs choses à prendre en compte. C'est son niveau, la nature, donc le sol soit en terre, soit en béton, sa stabilité, la présence ou pas d'eau, qui va induire est-ce que le système va un peu s'enfoncer dans la terre, est-ce que les étais vont s'enfoncer un peu sous le poids. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Également, l'élément central ici pour dessoucher le système, c'est la souche. Donc il y a plusieurs choses à prendre en considération. Déjà, c'est l'âge de l'arbre. Plus l'arbre sera vieux, plus il aura le temps de s'ancrer et de faire des racines dans le sol, et donc être plus difficile à retirer. Autre chose très importante, c'est la nature de la souche. Est-ce qu'il s'agit d'un petit arbuste qui sont destinés à mesurer quelques mètres et avec un diamètre faible, ou est-ce qu'il s'agit par exemple d'arbres comme des hêtres, des frênes, qui peuvent être assez âgés, par exemple de plus de 100 ans, qui ont des énormes souches et qui là ne seront pas du tout faciles à déraciner. Donc le diamètre de la souche est aussi important à prendre en compte. Je présenterai dans ma chaîne plusieurs techniques de dessouchage, mais il est important de prendre en compte que le meilleur moyen, c'est de ne pas retirer sa souche. Si elle ne vous gêne pas, il faut la laisser comme ça. Surtout s'il s'agit d'arbres assez conséquents et que ça demande beaucoup de travail. Et également, dans le système, est-ce qu'on a au préalable nettoyé et coupé les racines principales? Donc c'est pas forcément indispensable pour des petits arbustes, type thuya ou petit laurier, mais si vous arrachez des arbres comme des petits des chênes, des frênes, des pommiers plein vent, sans coupe de racines, le système est un peu voué à l'échec, car un arbre, on dit généralement que tout ce qui produit à l'extérieur, en partie aérienne, il le produit à l'intérieur, sous le sol. Donc la quantité de racines, elle peut être très conséquente. Mais il suffit de fois de couper quelques racines principales de gros diamètre pour complètement affaiblir la souche. Donc voilà pour le système présentation. On peut voir rapidement l'ensemble du système, et dans une autre partie, je présenterai par exemple les différents types de poutres qui peuvent être utilisées, les alternatives possibles, par exemple les étais en forme de tipi et autres méthodes déjà présentées précédemment, comme le type de corde par exemple. Support possible à utiliser, soit de la poutrelle métallique, soit une poutre ou un bassin madrier en bois. On voit que la poutrelle métallique ici qui mesure 3 mètres sur 60 sur 120, le type IPE, pèse 33 kg environ, contre 21 kg pour une poutre en bois de sapin de 2,30 m x 14 x 14. Donc le métal est beaucoup plus lourd. Pour l'utilisation de bois de forme rectangulaire, veuillez utiliser la largeur pour supporter le poids. L'une des alternatives possibles à mon système serait le système d'un trépied. Là, j'ai fait une synthèse de ce que j'ai pu voir sur internet. Ce serait d'utiliser un support central en métal avec une pente à peu près découpée en 3, donc 120 degrés d'angle,
et avec une pente d'environ 20 degrés, et faire des trous ou des soudures qui correspondent aux étais. Moi, mes observations, c'est déjà, ça nécessite de manier le travail du métal, c'est pas juste du bricolage, il faut vraiment faire des bonnes soudures, donc ça nécessite de manier correctement la soudure, le meulage, le perçage, donc le matériel nécessaire comme une perceuse à colonne, comme le matériel de soudure. Donc si on n'est pas spécialiste, ça peut coûter relativement cher pour un usage spécifique. Donc en usinage extérieur, si on ne sait pas le faire ou on ne souhaite pas le faire, j'ai vu les prix sur internet, ça tourne environ entre 100 et 150 euros selon les personnes qui proposent. Donc c'est des pièces un peu sur mesure, on n'en trouve pas en série dans les magasins. Donc il faut compter le prix de la pièce, le prix du travail. Et déjà, si vous achetez la pièce en métal ici, comme dans l'exemple 250 x 6, on peut arriver sur des prix assez importants, car c'est du métal qui est lourd et qui coûte assez cher. Alors, autre observation, il est nécessaire de réaliser des pièces solides, car on a le palan qui va exercer une pression très forte, un poids très fort va être soulevé, et il faut que ce soit vraiment des belles soudures et du matériel, du métal de qualité, car tout peut s'écrouler, tout peut casser, et il y a un risque quand même pour la sécurité. Donc il faut que ce soit des pièces lourdes et chères, donc en conclusion. Autre aspect, si on réalise soi-même ces pièces, il faut quand même un travail de précision. Il faut pas qu'un étai parte plus à droite ou plus à gauche. Il faut vraiment respecter les angles, respecter un travail précis de métal. Donc je vais vous montrer différentes choses que j'ai pu voir sur internet. Alors par exemple, un support avec sur un site comme le site Usineur, où il y a d'un côté des gens qui vont demander un projet particulier et d'autres personnes qui sont plutôt spécialistes du travail du métal vont proposer leur expertise. Donc là, un support proposé, donc c'est un des supports que je vais montrer à peu près, hein, ils peuvent être variés. Là, il y a prix masqué, mais on peut voir que sur un autre site, une pièce à peu près identique, donc il peut y avoir des variances, elles sont entre 100 et 150 euros, ce que j'ai pu voir sur plusieurs sites. Donc le défaut par rapport à mon système, c'est moi j'utilise des pièces assez généralistes, des étais, des tréteaux de maçon, un bastin par exemple. C'est des objets qui peuvent être utilisés pour un tas d'utilisations. Là, on arrive sur de la pièce spécifique, c'est-à-dire que vous allez dessoucher votre haie de laurier et après plus jamais se servir de cette pièce. Donc c'est un coût assez élevé pour un usage assez faible et exceptionnel. Donc on peut s'orienter si il y a des personnes dans le coin sur soit de la location, soit ma méthode, car ce sont plutôt comme des étais, ça peut servir pour beaucoup de gens qui bricolent. Là, on est sur de la pièce spécifique. Donc après, on a également des sites avec des images, donc on a des variations, hein, mais on a toujours à peu près le même principe de tripode. Donc si on retrouve sur internet, on voit des personnes qui ont usiné, donc vous pouvez regarder le nom de la chaîne, le lien. Donc cette personne a acheté une pièce de métal qu'elle a travaillé, donc ça prend quand même un certain temps. Il faut arriver à bien faire tout en précision, et ça permet de faire une pièce soi-même. Donc je vous montre bien le titre. Donc l'une des personnes qui a le plus de vues sur le YouTube francophone, c'est cette personne qui a réalisé un arrache-souche, et on voit le système qui est toujours à peu près identique. Donc on peut s'orienter également sur la personne qui montre son plan de soudure. Ou moi, vraiment la vidéo qui m'a inspiré le plus, c'est cette personne. Donc c'est Maçon du 47. Je me suis inspiré de ce système, car moi, je voulais pas fabriquer la pièce car je suis pas assez bon en soudure. J'aurais pas faire des bonnes soudures et ça aurait nécessité d'acheter une pièce de métal assez chère. Donc, il faut compter le coût, le temps de travail et l'expertise. Et donc, on peut voir également des vidéos, par exemple ici au Canada, d'une personne qui, au lieu d'utiliser des étais en métal, il va utiliser des bastins, par exemple, à faire un support central. Donc ce qu'il faut voir, c'est que lorsque vous voyez une vidéo qui est assez ancienne, qui a des fois 1 million de vues ou 500 000 vues, il faut pas forcément considérer sur internet ou sur YouTube qu'il y a une création ex nihilo de partie de rien et que tout le monde s'est inspiré d'une personne. En fait, ce qui se passe sur internet ou dans beaucoup de choses de la vie, ce qui est important, c'est de s'inspirer de plusieurs personnes, de l'améliorer à sa façon ou selon ses pièces ou ses compétences, ses pièces disponibles, et d'améliorer le système, puis plus ou moins le faire partager si il est nécessaire. Donc il n'y a pas forcément de créateur d'une méthode, et il y a quelque chose qui est très intéressant si vous regardez sur internet. Lorsque vous regardez un mouvement ou quelque chose qui est créé sur la communauté francophone, et généralement sur le milieu anglophone, anglais,
c'est déjà existant depuis des fois plusieurs années. Donc une personne qui va en France créer quelque chose, il va souvent s'inspirer d'une autre méthode ailleurs. Et c'est le cas par exemple dans le marketing où souvent dans les années 50, 60, il y avait des Français qui partaient aux États-Unis s'inspirer des méthodes américaines pour lancer des fast-foods, des grandes surfaces, et qu'ils introduisaient ça en France. Mais c'était pas les Français les créateurs, ils étaient simplement inspirés d'une autre méthode. Et donc là, on est à peu près pareil, on peut s'inspirer de différentes méthodes pour réaliser un support. Donc par exemple, moi, mon support que je vous ai présenté, il peut être amélioré selon les compétences des personnes et des pièces disponibles. Donc voilà pour cette présentation des alternatives possibles, notamment le système de Tipeee à partir d'été. Je voulais également partir d'une compétence que je possédais de base, c'est-à-dire le nœud de Big, nœud de Tipeee, notamment avec ce que j'utilisais avec une corde et des bâtons, mais je voulais relier des étais de cette façon pour ne pas passer par la pièce, le support central. Cependant, je me suis rendu compte que un système de cordes et de nœuds aurait été beaucoup plus fragile et aurait pu être un peu le point faible du système. C'est pour ça que je n'ai pas réalisé ce système qui est plutôt fait pour relier en Tipeee pour réaliser des tentes ou autres supports, mais pas pour supporter une charge centrale. Mais ce nœud est quand même très intéressant. Donc je vais faire une liste des avantages et inconvénients du système. Cette liste n'est pas exhaustive. Alors premier point, déjà on utilise un Palan. Donc c'est un outil puissant de démultiplication. Donc on a la capacité pour un homme qui est faible, a peu de puissance par rapport à un outil motorisé, de démultiplier sa force de façon assez importante. Ça c'est le premier point. Le Palan est un outil puissant. Deuxièmement, lié au Palan, un Palan permet de travailler en lenteur, notamment lié à sa démultiplication. Donc ça permet un travail précis et de voir par exemple venir des possibles problèmes, l'étai qui va lâcher ou la poutre qui va casser. Donc un travail lent permet quand même une plus grande sécurité. Et deuxième point, le Palan est quand même un outil qui est assez fiable. Alors troisième point, c'est une alternative à la méthode de Tipeee que j'ai présentée sur une autre vidéo, car elle ne nécessite pas une pièce centrale faite sur mesure. Donc là ici on a vraiment un assemblage de pièces simples. Autre point important, cette technique du Palan pour arracher les souches est idéale pour des petites haies comme des haies de tuya. Il sera moins adapté à des grandes souches ou des arbres importants, car l'implantation de la souche et des racines est très importante. Autre point important, c'est un gain de temps par rapport à un déracinement par une pioche et une hache. Donc là, on nettoie au préalable si on a une souche de moyenne taille. Mais par contre, si on a une petite souche, on peut tirer directement. On nettoie, on met en place son système et on tire sa souche. Donc un gain de temps et de fatigue. Autre point important, c'est une méthode qui est plus adaptée pour enlever une souche, c'est-à-dire un arbre coupé, que le tire-fort. Le tire-fort va tirer de façon horizontale, et sur une souche, et sur une petite souche, on n'a pas un effet levier important. Le tire-fort sera par contre mieux adapté pour tirer un arbre debout, le déraciner complètement, mais selon la taille de l'arbre. Un point important également, la simplicité du système, de la méthode, et qui également, si on dispose du matériel, c'est une méthode qui a un coût assez faible par rapport à la location d'un outil, à l'appel d'un professionnel qui va venir avec un outil motorisé, que ce soit un tracteur ou un tractopelle, une mini-pelle. Donc ici, on a un coût relativement faible si on dispose du matériel. Également, cette méthode présente un avantage important puisque elle ne nécessite pas de moteur ou d'énergie fossile, pas d'électricité, pas de moteur thermique. Donc on peut travailler en autonomie, on peut travailler à 200 mètres d'une source électrique, par exemple. On va passer aux inconvénients de la méthode. Alors, premier inconvénient, cette méthode est plutôt réservée aux petites souches. Pour les grosses souches, il pourra exister d'autres méthodes que je présenterai peut-être un jour en vidéo. Point important également, c'est le temps de mise en place du système. Apporter tout le matériel, le mettre en place, le préparer, regarder les niveaux. C'est un temps qui est
assez important, car il faut regrouper le matériel tout au même endroit. Également, notre inconvénient, c'est en termes de sécurité. Il faut quand même prendre des précautions. Il y a toujours un risque de sécurité d'utiliser un outil qui est capable de soulever 1 tonne. On a quand même des poids et un phénomène de sécurité à prendre en compte, notamment si vous avez peur, il faut mettre soit des gants, soit un casque pour la tête, si jamais un élément était amené à casser ou à lâcher. Et si on voit que ça demande trop de tension, on peut renoncer à son travail et nettoyer autour de la souche. Donc il y a un outil, en termes de sécurité, c'est très important. Point important qui est un avantage et un inconvénient, c'est qu'il faut posséder le matériel. Si vous achetez le matériel uniquement pour réaliser ce type de travail, ce n'est pas forcément rentable. Par contre, le matériel est quand même assez général, étais, matériaux de maçon, poutres, que de nombreux bricoleurs disposent, mais il ne faut pas forcément acheter le matériel que pour cela, et là il faudra peut-être s'orienter sur d'autres solutions, comme l'appel extérieur à un professionnel. Le poids du matériel pour le le temps de mise en place est un point lié, c'est que il faut déplacer sur l'endroit les tréteaux de maçon, les étais, donc le matériel c'est du matériel lourd, il faut le temps de le mettre en place. Il faut également au préalable avoir un terrain plat, soit en le nivelant à la pelle, à la pioche, ou soit en utilisant des cales en bois, des cales diverses, des parpaings pleins, ou il faut vraiment travailler de façon assez de niveau pour éviter qu'une partie du matériel glisse. C'est lié au point sur la sécurité. Voilà les avantages et inconvénients. Donc je les ai regroupés sur un tableau, ça reprend tous les points. Là, je vais revenir rapidement sur tous les autres points. Et donc, j'ai fait normalement une vidéo. Donc, premièrement, les nœuds que j'ai pu présenter. Notamment, j'ai présenté les principaux nœuds utilisés lorsque j'ai utilisé une poulie. Donc, ça me permet de présenter des nœuds assez généraux. Deuxièmement, au niveau de la poulie. Donc, déjà, l'utilisation de plusieurs poulies, ça s'appelle déjà un palan. Donc je rajoute à mon palan un système de poulies. Donc ça n'a pas été fructueux, mais car on arrive vite à un phénomène de bout de course, car il faudra produire 2 fois la distance pour arriver à la distance initiale. Donc au fait on a un phénomène de conservation d'énergie, car on gagne en force, mais il faut un déplacement plus important. Donc on a un peu de marge de sécurité sur mon système, ça nécessite de mettre les étais à une hauteur assez importante, et ce qui peut poser un problème d'instabilité et de sécurité. Mais par contre, on a une meilleure répartition de la charge à 2 endroits différents. Mais il faut quand même qu'ils soient assez proches. Donc au niveau de la poutre ou du bastin ou de la poutrelle, il faudra utiliser des grosses sections. Notamment le poids est un bon indicateur de la fiabilité, car il faut quand même avoir un bon niveau de sécurité. Donc une alternative possible, ce serait l'utilisation de poutrelles métalliques. Les trotteux de maçon, ils apportent plutôt la stabilité au système, mais ils nécessitent de les mettre de niveau et ne sont pas conçus pour subir une force trop importante. Les cordes, alors j'ai présenté une vidéo sur les cordes. Au niveau des prix, des ruptures, des réparations possibles par épaissure, j'ai présenté différentes élingues, et notamment l'élingue en acier, qui est un peu plus lourde, extrêmement résistante, mais qui est assez raide et on peut se blesser lorsque les petits câbles à l'intérieur vont se libérer et s'effilocher. Donc au niveau du palan, il est idéal pour travailler de façon verticale, il permet de bloquer le mouvement à un point précis, il est plus adapté qu'un tire-fort sur ce point. Par contre, au niveau de la façon dont on tire la chaîne, il faudra la tirer de façon verticale, pas trop de biais, car on a risque de blocage. Cependant, ceci nécessite d'être sous la charge, donc sous la poutre, et donc c'est un danger potentiel. Donc on a un risque de blocage et de s'emmêler avec les chaînes. Et il faudra également veiller la capacité du palan. Au niveau des mousquetons et des manilles, il est préférable d'utiliser des manilles qui sont beaucoup plus adaptées pour un travail de force que des mousquetons. Donc moi, dans mon vidéo, j'avais utilisé des mousquetons, je suis pas forcément un bon exemple. Donc les autres ressources,
Si on ne trouve pas d'autres plans, d'autres méthodes, il faut regarder sur les vidéos anglophones qui ont souvent une bibliothèque, une ressource beaucoup plus importante. Et au niveau des nœuds, je vous conseille deux chaînes YouTube comme l'art des bois, la présentation des nœuds utiles en forêt, ou la chaîne nœuds marins par Masala, avec toutes les vidéos sur les nœuds qui sont très bien. Pour une méthode à peu près identique à la mienne, j'ai fait une liste de vidéos et notamment, moi je me suis inspiré de la chaîne Maçon du 47. Donc voilà pour un résumé de ma méthode. Une précision à apporter au niveau des palans, c'est la façon dont on va tirer la chaîne. Si on tire de façon verticale, il n'y a aucun problème. Et dès qu'on va tirer un peu de biais, un peu à l'horizontale, on a un risque que les chaînes se bloquent. Et autre chose importante, il est parfois utile de aider le mouvement de l'autre côté de la chaîne pour avoir un mouvement fluide et que les chaînes ne s'en mêlent pas. Autre point important, certains palans ont un système de pivot, ils sont pivotants et c'est beaucoup plus aisé de travailler dans ces conditions.